La poésie vue comme une sorte de carte intime des Amériques. C'est une image forte, non? Oui, c'est une belle idée. Comment les mots peuvent dessiner la mémoire, l'identité d'un peuple et son lien au territoire. C'est exactement ce qu'on explore aujourd'hui. Tout à fait. On va plonger dans l'univers de trois voix poétiques assez distinctes, mais qui se font écho, je trouve. Miguel Ángel Asturias, au Guatemala, Avec ses poèmes indiens, c'est ça. Ensuite, Gaston Miron, une figure majeure au Québec. l'homme rapaillé, bien sûr. Et puis Joy Harjo, de la nation Musquegook, aux États-Unis, avec son recueil L'Aube américaine. Trois visages des Amériques. Et pour guider notre discussion, on s'appuie sur différentes analyses critiques de leurs œuvres. L'objectif, c'est de voir comment ils utilisent la langue, la mémoire aussi, pour dire ce lien vital à leur peuple, à leur terre. Oui. Et comment ils naviguent entre l'histoire personnelle, l'histoire collective, la domination aussi, et la résistance qui en découle. Alors commençons peut-être par Asturias, au Guatemala. Qu'est-ce qui fait la particularité de son travail? Mhm. Je dirais d'abord son ancrage très très profond dans la cosmogonie maya. C'est vraiment la base. Le Popol Vuh. Voilà. Il ne fait pas que le citer. Il le fait vivre dans la langue espagnole elle-même. Il la réinvente, en quelque sorte. Comment ça, il la réinvente? Avec ces mots un peu surprenants qu'on trouve chez lui? Exactement. Vous voyez des termes comme oros dioses Dieu. ou clarivigilantes. Ce ne sont pas juste des trouvailles stylistiques. C'est une tentative de saisir une autre vision du monde, celle issue de cette matrice maya. Il parlait d'un surréalisme lucide, c'est ça? Ancré dans le réel américain. C'est ça. Bien avant d'ailleurs de vraiment connaître le mouvement en Europe. C'était quelque chose qui venait de sa propre expérience, de sa culture. Et cette idée du poète comme grand diseur, ça dépasse le rôle littéraire habituel, j'ai l'impression. Ah oui, carrément. Pour Asturias, et ça vient aussi du Popol Vuh, le diseur, le poète, a un rôle social essentiel. Presque plus important que le guerrier. Fascinant. Il est le porteur de la parole collective. Du coup, il prend l'espagnol, qui est la langue du colonisateur, mais il la force, il la plie, il la bouleverse, C'est ces mots, oui. pour qu'elle exprime cette réalité américaine, cette expérience qui, à l'origine, n'était pas dans cette langue. C'est une vraie réappropriation. Et cette tension dans la langue, ce travail sur une langue sous contrainte, ça résonne avec Gaston Miron au Québec, non? Même s'il écrit en français. Tout à fait. Chez Miron, la poésie est marquée par ce lutte québécoise, face à la domination culturelle, économique, anglophone surtout. Il utilise des mots très forts comme déparle. Oui, déparle, pour une langue qui est comme abîmée, aliénée, où il parle de la condition de sous-homme, l'homme rapaillé, le titre lui-même. Rapailler, rassembler ce qui est épars. Exactement. C'est l'image de quelqu'un qui essaie de recoller les morceaux d'une identité québécoise fragmentée, surtout à cette époque charnière de la Révolution tranquille. Et cette fragmentation, on la sent aussi dans son rapport à la mémoire. Il parle d'amnésie, de mémoire martyre. Oui, c'est au cœur de son œuvre ce rapport difficile à la mémoire, personnelle et collective. L'amnésie, l'oubli, c'est une blessure. Et comment il construit là-dessus? Justement, c'est contre ça, contre cette mémoire en morceaux, qu'il lance sa quête d'une parole vraie, d'une voix propre. Et il y a aussi ce lien très physique, très charnel au territoire québécois. Le tellurisme, comme il dit. C'est ça. Le paysage n'est pas juste un décor, c'est presque une partie de lui-même, de son corps. Un corps qui souffre, mais qui résiste aussi. C'est une image puissante, oui. Et ce passage fréquent du je au nous dans sa poésie, ça renforce le côté collectif. Complètement. Ce va-et-vient montre bien qu'il se perçoit comme incarnant une destinée commune, celle d'un peuple qui cherche sa voie. Très clair. Alors, si on traverse la frontière, direction les États-Unis avec Joy Harjo, comment est-ce qu'elle aborde ces thèmes de mémoire, d'identité, depuis la nation Mesvokog? Alors Harjo, elle affronte le trauma historique de front, la piste des larmes notamment, cette déportation terrible. Oui, un épisode tragique. L'Aube américaine. Son recueil est vraiment construit comme un voyage. Un retour physique, mais surtout mémoriel. Elle fait d'ailleurs une distinction très nette entre history, l'histoire officielle, Celle des livres, des vainqueurs. voilà, et story, les récits de la communauté, les histoires vécues, transmises, qui portent la vérité, la survie. Et sa langue à elle? Elle écrit en anglais, la langue dominante là-bas. Comment elle gère ça? C'est une démarche très consciente, très politique. Elle utilise l'anglais, oui, mais elle l'infuse de mots, de concepts mviscoc. Quand elle utilise mvikito, qui veut dire merci, Ce n'est pas anodin. non, ce n'est pas juste pour la couleur locale.
C'est un acte de résistance, de réappropriation, de revitalisation de sa culture. Elle a même dirigé une anthologie qui s'appelle Reinventing the Enemy's Language. Réinventer la langue de l'ennemi, tout un programme. Exactement. Et pour elle, la poésie, c'est très lié au chant, à la musique, elle joue du saxophone d'ailleurs, hein. C'est presque un rite. Un rite, pourquoi faire? Se souvenir, guérir, Tout ça à la fois. survivre, guérir, dire la vérité. Il y a cette phrase magnifique chez elle, « Dire la vérité, c'est devenir beau ». C'est un moyen de créer du lien Entre les générations? entre les générations passées, présentes, futures. Et même avec le cosmos, c'est une chanson de papy, comme elle dit, qui porte la mémoire et qui regarde vers l'avenir. C'est fou comme malgré les contextes si différents, Guatemala, Québec, Nation Muskoka, on retrouve cette même nécessité chez les trois, de négocier leur identité à travers l'art. Oui, face à l'histoire coloniale, et toujours enracinée dans un lieu très spécifique. C'est le fil rouge, oui. Ce travail sur la langue, dominante ou minorisée, Le rôle central de la mémoire, qu'elle soit blessée ou source de force. et l'importance du paysage, qui n'est jamais juste un décor. C'est ça. Ils montrent tous, chacun à leur manière, que la poésie est un outil puissant. Pour explorer cette mémoire, affirmer une identité collective et habiter un territoire américain marqué par une histoire souvent douloureuse. Absolument. Ce n'est pas juste de l'esthétique, c'est vraiment un outil de connaissance, de résistance aussi. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée. Est-ce que la forme poétique elle-même, par sa nature fragmentaire, par son jeu avec les silences, les rythmes, ne serait pas particulièrement apte à exprimer ces voix brisées, ces histoires que l'histoire, avec un grand H, a voulu taire? C'est une excellente question. Peut-être une façon de retrouver une forme d'intégrité, mot après mot. Une sorte de reconquête intime. Après ce cours introductif, retrouvez les 21 autres podcasts Poésie américaine sur artistefolia.com ainsi que d'autres podcasts pour réviser autrement votre agrégation.